Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer incessamment sous peu. Je vois qu'il y a des gens qui s'impatientent déjà de ne plus entendre notre voix. Ceux qui n'étaient pas encore présents, encore une fois, re-bienvenue donc, à ce webinaire consacré à la 5.0 de Virtual Training Suite. Ce qui va se présenter devant vous, hein, c'est le résultat de plusieurs longs mois de travail, en plus dans des conditions comme on les connaît toutes, comme les tous, pardon. Je me présente, je suis donc Thomas Le Sueur, donc chargé principalement de tout ce qui est aspect communautaire. Vous avez l'habitude de me voir normalement présenter ces webinaires, et aujourd'hui on a un invité un peu spécial, à savoir Yannick. Et Yannick, je te laisse te présenter. Bonjour. Alors moi, effectivement, je suis Yannick Oléou, donc Product Owner de Virtual Training Suite. Donc j'ai pu grandement contribuer ces derniers mois à l'élaboration de cette nouvelle version 5.0 que vous avez pu découvrir pour certains. Et pour les autres, c'est l'occasion de la découvrir justement avec ce webinaire. Alors, je tenais à préciser un petit peu au niveau des règles d'interactivité de ce webinaire, parce que je vois que j'ai déjà beaucoup de questions, etc. dans l'interface. Donc, il y a deux choses. On a donc le chat qui est à disposition. Normalement, c'est un chat qui va être public. Donc, si vous souhaitez que vos questions soient aussi vues potentiellement par d'autres utilisateurs, n'hésitez pas. Sinon, il y a une interface donc, de questions qui est reliée directement à mon propre ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, Yannick va s'occuper de tout ce qui va être présentation. Moi, je vais être à la réception de vos questions. Donc, si je considère que la question nécessite une intervention en live, j'interromprai Yannick, bien entendu. Dans d'autres cas, je vais potentiellement aussi vous répondre en privé. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, et puis au pire des cas, on vous aiguillera vers la personne concernée si jamais on n'a pas réponse à votre question. Mais je pense que vous avez les compétences nécessaires devant vous pour pouvoir se faire. Donc, je vais laisser directement donc, la main à Yannick qui va vous faire donc, la présentation des nouvelles features, sans oublier bien entendu, hein, on va en reparler tout au long de cette présentation, que cette année va se placer sous le signe du Juicy Learning, que vous pouvez déjà voir en haut à droite de votre écran. Donc, si vous nous avez suivis un petit peu dans nos aventures en confinement, voilà, on avait lancé une série une web série plutôt consacrée justement à cette nouvelle méthodologie, hein, qu'on a consacrée, donc le Juicy Learning. Donc ça va être un peu cette ambiance, cette atmosphère de pouvoir rendre les choses un peu plus graphiques, un peu plus peps, un peu plus engageantes, etc., un peu plus gamifiées. Donc, on en reviendra un petit peu tout au long de cette présentation, mais on vous invite vraiment à aller découvrir cette méthodologie si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, la place est à toi, Yannick. Merci bien, Thomas. Alors, tout d'abord, je pense que quand on ouvre cette nouvelle version, alors ceux qui connaissaient déjà les versions précédentes, c'est quelque chose qui se voit particulièrement, on a pu opérer sur cette version une refonte graphique et ergonomique assez majeure, dans le sens où la quasi-totalité de VTS Editor et aussi VTS Perform, au passage, a profité donc d'une refonte graphique. Celle-ci avait pour intérêt deux choses principalement. Déjà, apporter un peu plus de confort, de conception de manière générale dans l'outil, et aussi d'améliorer la compréhension, donc là c'est la partie ergonomie, d'améliorer la compréhension des nouvelles fonctionnalités, mais aussi des fonctionnalités déjà existantes depuis longtemps. Donc, que ce soit pour de nouveaux arrivants ou pour des utilisateurs aguerris, comme certains d'entre vous, cette refonte profite vraiment à tout le monde. Donc, je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça sur cette refonte pour l'instant. Vous pouvez déjà voir à quoi ça peut ressembler dans la page d'accueil de VTS Editor, mais vous pourrez voir dans toutes les autres pages qu'on va pouvoir défiler dans la suite, toutes les autres fonctionnalités, les impacts de cette refonte sur l'outil. Déjà, sur cette homepage, on a toujours des liens en haut raccourcis vers des ressources utiles, tutoriels vidéo, templates de projet ou autres. Ça n'a pas changé. Mais on a aussi parmi les évolutions ergonomiques, on a un accès rapide aux projets récents, c'est-à-dire les derniers projets qui ont été modifiés dans l'ordre de modification. Donc, pour certains, ce sera un accès rapide plus pratique. Pour d'autres qui préfèrent utiliser la vue qui existait déjà auparavant, donc la gestion par dossier qu'on avait avant, elle existe toujours. Les deux choix sont là et tout est toujours comme vous l'aviez classé auparavant. Donc, cette refonte, voilà, vous pourrez constater ses effets dans tout le reste de l'outil. Maintenant, pour commencer à rentrer un peu dans le dur des nouvelles fonctionnalités, on va pouvoir ouvrir un projet. Alors, certains ont peut-être déjà parcouru un peu la nouvelle documentation qui a été bien refondue. Vous constaterez qu'il s'agit de projets qui ont servi d'exemple dans cette documentation, donc je les réutilise ici. Pour certains, ce sera quelque chose d'un peu connu. Alors, première chose qui frappe quand on ouvre un projet, c'est qu'on a
ici plus la liste des scénarios comme on avait avant. Par défaut, un projet ou ce qu'on appelle une expérience VTS ne contient maintenant qu'un seul scénario. C'est-à-dire que on n'a plus la liste des scénarios sur la gauche, on a une image de prévisualisation comme ici, on a un titre, le nom du scénario et une description, mais on peut très bien revenir comme avant en mode liste de scénarios en ajoutant d'autres scénarios. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le bouton pour en ajouter, j'en ajoute un, deux, trois, et si je supprime suffisamment de scénarios pour revenir à un seul scénario, ben, ça repasse automatiquement dans le mode d'affichage par défaut. Cette nouveauté, elle a pour intérêt deux choses. Déjà, c'est plus clair en tant que concepteur quand on crée un projet d'avoir un seul scénario, tant qu'on n'a pas besoin d'en créer un deuxième, pas besoin d'avoir une liste sur le côté qui contient un seul élément. Le deuxième intérêt, c'est surtout pour vos apprenants qui vont, eux, avoir un menu principal de l'expérience qui sera un peu plus clair. C'est-à-dire que là, si je prévisualise ça, on constate que je n'ai plus une liste de scénarios, éventuellement un seul à sélectionner. J'ai bien mon seul scénario, un bouton lancé, je sais où je vais. Il y a moins de confusion possible à ce niveau-là. Voilà pour cette première nouveauté qui est principalement ergonomique. Ensuite, on a pas mal de nouveautés sur les graphes. Donc là, je vais pouvoir rentrer dans un scénario et vous montrer un peu ce qui a changé à ce niveau-là. Avant, on avait des blocs un peu plus carrés, un peu moins juicy finalement. Et donc, la juiciness dont vous parlez, le juicy learning dont vous parlez Thomas, ça s'applique très bien aussi à un outil auteur comme VTS Editor, c'est-à-dire qu'on a des blocs un peu plus ronds, un peu plus feng shui, on va dire, mais surtout avec, on a des petites animations, des visuels qui donnent un peu plus envie, on va dire, d'être utilisés, qui sont plus compréhensibles aussi pour des nouveaux arrivants. Donc c'est vraiment, c'est plus un confort d'utilisation, hein, c'est pas une nouvelle fonctionnalité absolument incroyable, mais il s'agit vraiment d'être plus à l'aise dans cette partie de l'outil qui finalement est probablement la partie dans laquelle tout le monde passe à peu près 90% de son temps dans VTS Editor. Donc c'est quand même une partie importante et c'était important d'avoir quelque chose d'agréable à utiliser avec des petites animations, des petites choses sympathiques à droite à gauche. Voilà pour les graphes. Donc rien de très nouveau en dehors de ça, ça fonctionne toujours comme avant. On a un bloc début, un bloc fin, des liens à relier. On a des blocs avec des paramètres qui ont chacun reçu aussi la refonte graphique et ergonomique. Ouais, il faut savoir en fait qu'au niveau de notre direction artistique, elle a passé à peu près 3 mois, peut-être même certains d'entre vous ont participé à réaliser en fait des interviews utilisateurs. Voilà, on avait bâti Virtual Training Suite et principalement VTS Editor sur notre propre expérience. Donc c'était voilà, orienté sur comment Serious Factory conceptualisait en fait ses propres projets. Et là, on s'est vraiment intéressé sur cette 5.0 à comment donner la main justement à l'utilisateur. Et donc c'est vraiment le fruit c'est pas d'une réflexion en interne, mais c'est vraiment le fruit d'une réflexion qui a été faite avec les utilisateurs, alors parfois même les tout premiers. Hein. Donc c'est vraiment des gens qui ont de l'expérience sur le sujet. Donc voilà, c'est vraiment pas des choix arbitraires, c'est quelque chose qui a été plutôt réfléchi et normalement c'est quelque chose qui va faciliter, notamment pour les concepteurs. Voilà, quand on passe 2, 3, 4 heures sur le draft, vous allez voir que le fait que ça se clique bien, etc., c'est pas vraiment que l'ergonomique, ça participe aussi, je pense fondamentalement au fait d'accélérer aussi la productivité. Tout à fait. Merci pour cette précision. Et effectivement, tout ce qu'on a fait en fait dans cette refonte est vraiment drivé par des tests utilisateurs à 100%. Parmi les petites nouveautés ergonomiques, là on j'ouvre un bloc, donc ça se voit un peu plus, on a des boutons d'accès rapide à la documentation, donc documentation qui a été entièrement fondue, comme je le disais tout à l'heure, donc vous allez pouvoir redécouvrir, qui apporte plein d'informations. On va en reparler de cette documentation, j'en parle beaucoup, parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup d'informations. On veut la voir. On veut la voir, on la verra. Et beaucoup d'informations utiles qui peuvent vous sauver la vie à des moments où vous vous demandez qu'est-ce que fait telle ou telle fonctionnalité, pourquoi telle fonctionnalité n'est pas accessible ou autre. Donc ce bouton-là, par exemple, m'amène directement à la page de documentation du blog quiz. Donc ça peut être très pratique. On la verra tout à l'heure. Voilà pour la partie graphes. Petite nouveauté encore, par contre, qui cette fois est un peu plus qu'ergonomique sur les graphes, c'est la possibilité, sur le côté, d'activer des aides pour le formatage des graphes. Alors, on a rajouté ça en constatant que beaucoup de gens en fait avaient parfois un peu de mal à organiser leurs graphes proprement. Alors il ne s'agit pas ici d'avoir une fonctionnalité qui fait de la magie et qui détecte pour vous comment vous organisez parfaitement, mais c'est au moins des petites aides. Donc là je l'ai activé, des petites aides qui peuvent dire des choses du genre tiens c'est bizarre, ce lien revient en arrière alors qu'il n'en a pas spécialement besoin, ou je vais placer un bloc message par exemple.
Mais là, il traverse le lien. Donc, si je clique sur le bloc, on va me dire un lien ne devrait jamais croiser un bloc. Voilà, donc rien de fondamentalement exceptionnel, mais disons que quand on a un gros graphe avec des centaines, voire des milliers de blocs, et qu'on commence un petit peu à s'y perdre, ça peut être pas mal comme ça d'avoir une petite mise en surbrillance qui nous rappelle les bonnes pratiques finalement de création d'un graphe. Donc on a les liens pas droits, les blocs qui se chevauchent, les liens qui croisent un bloc, etc. En fait, pour ceux qui ont eu l'occasion, la chance même de suivre une formation accompagnée, par exemple, de Nicolas Rossard, le chef Digital Learning chez nous, ce bloc, en fait, le remplace un peu. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, voilà, tous ces blocs reliés. C'est quelqu'un qui est très méthodologique sur, ouais, sur son graphe et qui a tendance, par exemple, à, voilà, il faut toujours que les liens soient droits, etc. Et notamment quand on gère des projets, comme Yann disait, à des milliers de blocs, quelque chose qui nous permettait de nous retrouver très facilement. Donc, on s'est dit comment matérialiser en fait l'aide de Nicolas directement dans VTC Editor, et ça a donné lieu en fait à ce bouton qui voilà sera là pour vous rappeler, voilà, par exemple, les liens sont pas droits, les liens sont pas faits, etc. Donc, n'hésitez pas à abuser de ce bouton. Alors, j'ai une question d'ailleurs à propos de ça, Yannick. Cette option exige que les liens soient droits alors qu'ils le sont. Je trouve que l'exigence est très poussée. Ah, voilà, ça c'est l'exigence du Nicolas Rossard, non? Que les liens soient droits alors qu'ils Ouais. le sont, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, ils semblent déjà être droits. Alors, voilà, alors, je ne sais pas si on peut avoir une petite. Oui, Bon, on pourra peut-être voir ça. on va essayer de voir à ce moment-là, effectivement. Effectivement. Bah, il y a peut-être des cas où effectivement ça détecte des liens pas droits alors que ça ne devrait pas. En l'occurrence, il s'agit peut-être de petits problèmes de détection qu'on pourra régler petit à petit. Et on a même un conseil dans l'autre utilisateur qui nous dit qu'on pouvait aussi déjà faire CTRL plus R. Alors, je ne sais pas si tu sais déjà ce que c'est CTRL plus R. CTRL plus R pour réorganiser les blocs. Alors effectivement, oui. Cette réorganisation de blocs pour l'instant est désactivée dans cette nouvelle version parce qu'en fait ça donnait pas des résultats très convaincants la plupart du temps. Ça pouvait aligner des blocs qui étaient branchés de manière linéaire. D'accord, je vois. On voulait retravailler cette option, okay. Pour l'instant les masquer. Il ne s'agit pas exactement de la même chose. Là, c'est vraiment des notions de voilà, un lien qui croise un bloc, ça ne devrait pas arriver. Alors qu'avec cette option CTRL plus R, ça pouvait arriver malgré tout. Voilà pour ces quelques options. Vous avez pu voir au passage que la librairie des blocs a un peu changé, la bibliothèque des blocs. Donc on a une subdivision entre blocs standards et techniques. C'est pour s'aider à mieux se retrouver, c'est-à-dire qu'avant on avait un affichage comme celui-ci. Donc vous pouvez toujours le retrouver avec le petit bouton qui se trouve en haut à droite. Mais pour ceux qui préfèrent un affichage divisé en deux parties, vous avez ça qui est activé maintenant par défaut. Au passage, pour ceux que ça peut intéresser, on a un petit mode pour personnes daltoniennes qui rajoute des petits symboles sur les blocs. Parce qu'on s'est rendu compte, on a quelques personnes dans ce cas-là chez nous, notamment le CEO, notamment le CEO, effectivement, qui avait parfois un peu de mal à distinguer les couleurs des blocs dans la librairie. Donc on a travaillé ce sujet-là avec eux pour pouvoir mieux distinguer les différents types de blocs. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est accessible ici, c'est aussi accessible dans les options de VTC Editor. Voilà pour la partie sur le graphe. Donc, on va pouvoir passer à quelques petites fonctionnalités en restant dans ce graphe-là. On avait avant, on a toujours d'ailleurs la possibilité de copier-coller des blocs. On a aussi la possibilité de copier-coller des blocs d'un projet à l'autre, des zones cliquables. Par exemple, je vais pouvoir ici vous montrer un exemple de ce que fait le copier-coller d'un projet à l'autre. Je vais pouvoir créer une première zone, une deuxième zone, mettre des médias dedans. Donc, j'avais déjà configuré des zones, donc ça retrouve déjà les médias, c'est très bien. On va créer une deuxième zone. Voilà, donc là j'ai deux zones avec une petite grenouille et des poissons. Si je copie ce bloc et que je souhaite le coller ailleurs, donc on va aller dans un autre projet, je copie le bloc, là je vérifie que je l'ai bien copié, je suis prêt à le coller. Mais si j'ouvre un autre projet, donc je n'enregistre pas les modifications ici, je crée un nouveau projet par exemple, je vais ouvrir une scène et je colle mon bloc, et là, on me propose de récupérer les médias qui viennent du projet depuis lequel j'ai copié ce bloc. Alors, ça paraît assez technique et assez, peut-être un détail, mais en fait, ça a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'avant, les médias n'étaient pas automatiquement récupérés. Donc là, on a bien récupéré les deux médias dans le nouveau projet, ils ont été importés immédiatement. Et l'intérêt de ça, c'est deux choses. Déjà, ça vous permet d'améliorer la réutilisation de vos propres contenus, c'est-à-dire que quand vous avez créé un projet et que vous voulez réutiliser, par exemple, toute une séquence en zone cliquable, animée, avec beaucoup de médias, des choses qui s'entremêlent, ben, vous pouvez la récupérer beaucoup plus facilement qu'avant. Mais au-delà de ça, au-delà de vos propres contenus, vous pouvez aussi récupérer plus facilement et réutiliser des contenus tiers
comme par exemple les templates de projets, comme ceux qui sont accessibles ici depuis la homepage. Découvrir nos templates, ça va ouvrir sur le village, la communauté de Virtual Training Suite, une page avec des templates de projets à récupérer. Donc, ça vous permet, cette fonctionnalité, de récupérer plus facilement leur contenu. Voilà pour cette fonctionnalité. Donc, on peut aussi, dans la lignée du copier-coller, parce que là, on parle de copier-coller de blocs, mais on a aussi le copier-coller de zones cliquables. Là, j'ai 2 zones. On avait la multisélection de zones qui existe depuis un moment. Voilà, au passage, je peux vous parler du fait qu'on peut maintenant multi-copier-coller des zones cliquables. Alors, encore une fois, ça peut être considéré comme un détail, mais pour ceux qui utilisent beaucoup les zones cliquables, il s'agit d'une petite révolution à vrai dire. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Effectivement. Alors, j'avais une petite question juste avant par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'aide. On me parle du bloc relié qui aurait disparu et on me demande comment le retrouver plus facilement sans effectuer une recherche. Eh bien, le bloc relié est maintenant en fait toujours présent en haut à gauche. C'est-à-dire que quelques blocs ont été sortis. Il y avait le bloc note qui était présent ici avant, le bloc post-it en quelque sorte, le bloc note qui n'avait jamais été présent dans la librairie des blocs. Eh bien, le bloc groupe et le bloc relié ont aussi été sortis. Ils sont là. Donc, on peut créer un groupe depuis ce raccourci et le bloc relié. L'idée, c'était de ne pas avoir à choisir où ranger ces 2 blocs très utilitaires, en fait, utiles très, très régulièrement, de ne pas les ranger dans les blocs techniques ni dans les blocs standards. On y a accès tout le temps et ce sont vraiment des outils du quotidien, quel que soit le type de graphe que l'on crée. Après, bien sûr, on a toujours accès avec le menu d'accès rapide, que ce soit en appuyant sur la barre d'espace ou en cliquant sur la petite recherche qui est ici, aux différents blocs, ces différents blocs. Petite aparté, du coup, petite précision par rapport aux blocs qui ont disparu. Il y a effectivement des blocs qui ont disparu, qui ne sont plus dans la librairie des blocs directement, ni dans ces outils ici. Ils existent toujours, rassurez-vous, pour ceux qui en ont besoin. Ils sont justement dans ce menu de recherche avancée. C'est-à-dire que, par exemple, le bloc premier plan existe toujours. En fait, ça fait longtemps qu'il n'est plus nécessaire depuis l'existence du bloc zone cliquable. Il était toujours présent pour ceux qui ont des projets qui l'utilisent ou qui préfèrent ce bloc-là. Nous, on préconise l'usage du bloc zone cliquable qui, en fait, permet de faire exactement la même chose que le bloc premier plan, mais a priori en mieux, avec plus d'options, des animations, etc. Donc, ce bloc-là existe toujours pour des raisons de compatibilité avec les anciens projets, mais n'est plus accessible de base dans la librairie pour ne pas remplir l'affichage de blocs qui sont remplaçables par d'autres. C'est le même principe pour le bloc QCM, par exemple, qui peut être très facilement remplacé par le bloc quiz, qui fait exactement la même chose, à quelques détails près, généralement négligeables. Voilà pour ces blocs qui semblent avoir disparu, mais qui ne le sont pas. Ensuite, pas d'autres questions pour l'instant. Pour l'instant, on est bon, je t'interromprai. Très bien. Besoin, je réponds en privé aussi à beaucoup de gens. Eh bien, dans la lignée des petits outils d'aide à la conception du projet, on vient de voir le formatage des graphes avec les liens pas forcément droits. Eh bien, ici, j'ai ouvert un autre projet qui contient en fait quelques erreurs. Alors, ces erreurs, on a par exemple ici un décor manquant dans cette scène, c'est-à-dire que j'ai utilisé un décor et puis en fait, je l'ai créé par exemple et puis je l'ai supprimé. Ou j'avais importé un décor, j'ai importé mon projet sur une autre machine et j'ai jamais récupéré le décor. Ou bien j'ai un bloc qui n'est pas branché, il est branché à rien. Voilà, beaucoup de choses qui font que mon projet contient des erreurs, ou qui semblent être des erreurs tout du moins, et que VTC Editor peut détecter automatiquement. Alors, beaucoup de teasing pour cette fonctionnalité qui est en fait située ici. Ce petit bouton en haut, vous pouvez cliquer à tout moment, va vous afficher des suggestions d'amélioration. On va l'appeler comme ça. En fait, ces suggestions ont 3 niveaux de gravité, on va dire. Le premier niveau, c'est vraiment information, c'est suggestion. Donc, je peux cliquer sur la suggestion pour voir des détails. Ici, de nombreux médias dans le projet ne sont pas utilisés. 12. Effectivement, si j'ouvre mon Media Manager, je vais voir que j'ai tous ces médias qui ne sont pas utilisés. C'est peut-être un peu bizarre, il y a peut-être un problème quelque part. Mais bon, ça ne va pas poser de problème pour le déploiement du projet, ça n'alourdit pas l'export final, les médias non utilisés ne seront pas inclus, donc ça reste une simple suggestion. Par contre, une sortie de bloc non connecté, ça pose d'autres problèmes. Plus bloquant. Voilà, c'est un peu plus bloquant. Donc là, on se dit, il y a peut-être un problème. Une sortie de bloc peut parfois ne pas être connectée, dans certains cas assez rares. Ça peut arriver sur des blocs avec plusieurs sorties, avec une sortie de secours ou des choses comme ça.
mais c'est toujours assez rare. Donc là, voilà, j'ai un bloc qui a des sorties non connectées et je peux cliquer sur le petit raccourci pour trouver le bloc en question. Donc là, ça m'a sélectionné le bloc concerné. Et plus grave qu'un simple avertissement, on a ensuite tout ce qui est décor manquant, personnage manquant. Donc là, par exemple, effectivement, j'ai mon casting et j'ai un personnage manquant parce qu'en fait, je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais téléchargé. Il y a un problème à propos de ce personnage. Donc, je vais pouvoir le récupérer et corriger le problème. Ces erreurs, ces suggestions que vous pouvez retrouver à tout moment sont aussi présentées à vous au moment de publier le projet. Donc, on verra la page de publication un peu plus en détail tout à l'heure. Mais effectivement, vous ne pouvez pas les louper, c'est-à-dire qu'on va vous montrer le résultat de cette recherche de toute manière à chaque fois que vous tentez de publier le projet. L'idée, c'est vraiment, alors c'est pas un outil magique qui va vous pointer toutes les erreurs existantes du monde possible. Il s'agit principalement donc de lister toutes les erreurs les plus courantes ou les petites problématiques les plus courantes liées à la création d'un projet avec VTS Editor. Typiquement, si vous déployez un projet pour VTS Player, on le verra tout à l'heure, vous avez tout intérêt à avoir une description de votre projet dans les options de la publication. Si cette description manque, l'affichage dans la liste ne sera pas très joli, et donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête au moment de publier, et bien ce sera signalé par cet outil-là. Voilà pour les outils un peu avancés d'aide à la conception. Maintenant, donc j'ai pu un peu ouvrir quelques petites choses. Vous avez vu parler de badge dans cet outil-là. On va pouvoir en parler. Donc, les badges, c'est une nouvelle fonctionnalité, toujours dans la lignée du Juicy Learning, qui est censée apporter à vos apprenants de l'initiative en fait pour rejouer une motivation pour rejouer vos simulations. C'est-à-dire que les badges, c'est en fait une récompense que vous pouvez créer. Vous lui donnez une image, vous lui donnez un nom, vous lui donnez une description, et ça vous permet de récompenser l'apprenant à tout moment dans votre scénario quand il a accompli un certain exploit. Par exemple, il a réussi à convaincre un client dans une boutique, enfin, quel que soit l'exploit réalisé, vous pouvez le récompenser avec un badge. J'ai un projet avec des meilleurs exemples de badges que je vais pouvoir retrouver. Pendant que tu le cherches, je voulais faire un petit point justement sur le côté badge. Donc, bien entendu, c'est ce qui est le plus en phase avec le côté Juicy Learning, hein, comme on disait, le côté récompense apprenant, etc. C'est assez important. On va pouvoir aussi, du coup, gamifier une strate en fait, supplémentaire, puisqu'on n'est plus uniquement dans le module est un jeu. On va avoir aussi tout une sorte de jeu social entre les différents apprenants. Voilà, moi, j'ai eu tel badge, tel badge, tel badge. Ils vont pouvoir se comparer. On verra ensuite plus tard avec les autres fonctionnalités. On va pouvoir vraiment jouer la compétition, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment une très, très grosse partie pour moi de la gamification. Ça va être vraiment de plus en plus utilisé, je pense. Et voilà, soyez très, très attentifs sur cette partie-là. Je pense que c'est vraiment pour le coup l'avenir de Virtual Training Suite aussi. Ce côté gamifier la partie d'immersion et aussi gamifier ce qui se passe à côté. Et on peut imaginer, enfin, on avait déjà des idées où on peut pouvoir lier un peu le réel, le virtuel en fonction des badges, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à en abuser. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Tout à fait. Donc là, je viens de cliquer sur une image d'un badge. Vous voyez que par défaut, vous avez une présélection d'images utilisables pour vos différents badges, pour récompenser vos apprenants. Vous pouvez tout à fait choisir d'importer une image de votre cru. Donc nous, on va rajouter des badges au fil du temps. On va en rendre disponible sur notre site en ligne. Mais vous pouvez voilà, vous-même créer vos badges si vous avez des badges tout faits ou un graphiste prêt à en créer pour vous. Vous pouvez les importer. Un badge, donc, on vient de le voir, c'est une image, c'est un nom, c'est une description. Mais maintenant, comment ça s'affiche? Comment concrètement, vous pouvez l'afficher et récompenser vos utilisateurs avec? Et en fait, c'est expliqué ici. Une fois que vos badges sont définis, vous pouvez utiliser le bloc badge dans les graphes. Donc, le bloc badge, on l'a aperçu tout à l'heure. Ici, par exemple, j'ai un bloc badge qui dit que je débloque à ce moment-là dans le graphe le badge souvenir impérissable, que j'ai nommé comme ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que par exemple, je lance le scénario et hop, je suis récompensé parce que mon scénario ne contient que ça par ce badge. Je peux cliquer sur la notification, donc je relance la prévisualisation parce que je n'ai pas été assez rapide. Je peux cliquer sur la notification et je vois la description du badge. Donc, généralement, cette description, vous allez pouvoir y mettre une consigne ou un objectif à remplir pour que l'utilisateur, votre apprenant, sache ce qu'il doit faire pour l'obtenir. En effet, ces badges, l'apprenant le retrouve aussi dans un petit menu de badge. Donc là, je peux voir que j'ai débloqué le badge souvenir impérissable, mais je vois aussi les 3 autres badges que je n'ai pas débloqués.
En l'occurrence, je vois que je n'ai pas encore aidé la vieille dame à saisir un article qui était trop haut pour elle. Donc, je ne suis pas encore un super-héros des temps modernes. Donc, il me reste à accomplir cet objectif pour le gagner. Tous ces objectifs, c'est vraiment à vous de les concevoir dans vos scénarios. Si ça peut être un objectif basé sur du score pur et simple, sur une bonne réponse, ou sur des objectifs un peu plus méta, un peu plus complexes que vous déciderez de créer vous-même. L'idée étant vraiment donc de motiver les apprenants à revenir et de les engager un peu plus dans vos scénarios. Alors, j'ai eu une remarque très pertinente d'ailleurs concernant ça. Effectivement, on peut aussi partir sur tout ce qui va être notion de certification, notamment avec l'utilisation des badges. Voilà, si vous récupérez 4 badges sur 5, etc., vous allez pouvoir débloquer des choses, Oui. Des choses diverses et variées. Et par contre, j'ai eu, donc comme tu peux t'y attendre, une tonne de questions sur les badges. Est-ce que tu veux qu'on les traite maintenant ou Vas-y, je pense. Peut-être juste faire une précision avant de répondre aux questions qu'on n'a pas évoquées là. Pour l'instant, les badges, c'est disponible uniquement. Le système de badge est disponible uniquement pour les expériences qui sont déployées via VTS Perform. C'est dans un premier temps, on fait comme ça parce que c'était plus simple pour une V1 aussi de notre côté. Ce sera probablement disponible sur d'autres plateformes, enfin sur d'autres types de déploiements à l'avenir. Par exemple, en local déconnecté de VTS Perform. Ce n'est juste pas le cas pour l'instant. C'est encore en cours de discussion. L'intérêt aussi du fait que les badges soient connectés à VTS Perform, c'est que les badges que vos apprenants gagnent, ils sont synchronisés avec leur compte. C'est-à-dire que si je joue sur mon ordinateur de bureau et que je relance l'expérience plus tard sur mon téléphone personnel, par exemple, eh bien je retrouve les badges que j'ai gagnés. Mais ces badges, donc, comme ils sont synchronisés avec le compte, ils sont aussi stockés donc, sur la plateforme VTS Perform. Et vous, en tant qu'administrateur, enfin vous ou vos administrateurs, vous avez accès aux statistiques de vos expériences et vous avez donc accès aux badges qui ont été gagnés par vos apprenants. Vous pouvez voir qui a gagné quel badge, dans quelle expérience, dans quelle session. Voilà. Donc effectivement, pour des notions de certification, par exemple, si vous si vous mettez en ligne une certification par VTS Perform et que vous voulez voir les badges qui ont été débloqués par tel ou tel apprenant, eh bien c'est visible directement dans VTS Perform. Alors, je pense que tu as effectivement répondu déjà à plusieurs questions avec cette petite précision. J'ai donc la question suivante. Concernant les badges, y a-t-il des métadonnées derrière, type émetteur, date de validité, etc. Il n'y a pas de métadonnées derrière pour l'instant. D'accord. Il n'y a pas d'autres données que les 3 qui sont ici. On n'a pas encore la date à laquelle le badge a été gagné. On n'a pas de possibilité de perdre un badge pour l'instant. Ça, ce sont vraiment des choses qu'on a en tête pour des évolutions futures. Ou par exemple, une notion de progression au sein d'un badge. Aujourd'hui, la progression, si vous voulez pouvoir avoir gagné un badge à 72%, par exemple, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas de base dans le système, mais qui est tout à fait faisable avec des variables, en affichant soi-même le pourcentage de progression dans le scénario et en disant dès que ça atteint 100%, paf, je débloque un badge. Et par exemple, avec des variables de type temps, on ne pourrait pas, par exemple, remonter la perform juste après avoir gagné le badge, remonter le temps, et en fait, on pourrait avoir l'heure avec ça. Enfin, voilà, on peut imaginer qu'il y a effectivement déjà des systèmes, j'y pense en même temps qu'on fait le webinaire, mais je pense effectivement en pilotant un peu à travers les variables et les tests perform, on peut déjà oui, là on pourrait très bien avoir derrière le bloc badge un bloc variable avec une variable ici qui remonte la date à laquelle le badge a été gagné, et cette variable peut être remontée dans VTS Perform puisqu'au moment de publier, on le verra peut-être encore tout à l'heure, on peut lister les variables qui doivent remonter dans les statistiques détaillées de l'expérience sur VTS Perform. Donc c'est faisable aujourd'hui, c'est pas inclus de base dans la fonctionnalité. Très bien. Ouais. Alors après, j'ai une question. Les badges seront-ils compatibles avec un standard tel que Badger? Je ne sais pas ce que c'est que Badger. Pour l'instant, ce n'est pas compatible avec un standard. D'accord. Ok. Alors effectivement, on a parlé sont-ils exportables ces publications sur un LMS en SCO? Donc pour l'instant, il faut passer par VTS Perform. Ouais, pour l'instant, c'est uniquement VTS Perform pour l'instant. Donc ça répond aussi à cette question-là. Et en SCORM, les badges sont-ils utilisables? Donc ça, c'est la même. Du coup, c'est pas. Ouais, d'accord. Alors, je regarde encore les dates. J'ai été bombardé de questions, désolé. Si c'est pour un déploiement web, y a-t-il la possibilité d'envoyer le récap des badges? Pour un déploiement web, non plus, effectivement, parce que un déploiement web n'est pas connecté avec VTS Perform. D'accord, très bien. J'imaginais que c'était avec le blog, je n'avais pas compris. Le système Open Badge est intéressant à ce titre. Effectivement, je pense que dans tous les cas, on va regarder à peu près toutes les suggestions qu'on a eues. Je pense que c'est bon pour la partie badge. Au final, on a répondu à plein de
questions sur tes précisions. Je te laisse enchaîner. Très bien. Et bien, du coup, autre fonctionnalité, on va pouvoir quitter la partie badge. Alors, petite précision avant de la quitter, le petit menu où je voyais le récapitulatif des badges tout à l'heure à l'intérieur d'un scénario, il est aussi accessible, ce menu, dans VTS Player directement, c'est-à-dire qu'en tant qu'apprenant, vous pouvez voir les badges qui vous restent à gagner sans forcément rentrer dans une expérience précise. Donc, vous avez un récapitulatif de tous les badges de toutes vos expériences présentes dans votre VTS Player. Voilà pour terminer sur les badges. Maintenant, un petit passage sur la gestion des personnages et des décors. Alors, on l'a vu rapidement tout à l'heure. Donc là, c'était des personnages manquants pour voir les suggestions s'afficher. Vous avez pu voir donc rapidement une petite refonte graphique comme un peu partout, mais surtout un nouvel onglet qui sont les personnages disponibles à l'achat. Ce nouvel onglet vous permet donc d'acheter directement des personnages depuis l'application. Vous pouvez donc voir sa prévisualisation, vous pouvez, donc là il s'agit d'une femme enceinte, vous pouvez voir son prix, vous pouvez l'acheter et ça va directement le télécharger dans l'application. Donc c'est là qu'on comprend qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire ça, qui est le téléchargement des personnages directement dans l'application, qui vous évite de passer par VTS Manager. Donc par exemple ici on voit qu'il y a un personnage que je possède déjà, donc soit que j'ai déjà acheté, soit que j'ai acheté par le passé en spécifique via Service Factory directement. Ce personnage m'appartient, mais je n'ai pas encore téléchargé en local sur ma machine. Je peux choisir de le télécharger. Le téléchargement se lance et il sera utilisable dès qu'il a fini d'être téléchargé dans l'application. Donc là, par exemple, bon, il se trouve que j'ai pas une connexion très rapide. Le personnage pèse quelques mégaoctets. Le téléchargement se termine. Il est donc disponible et je peux immédiatement l'utiliser et aller l'utiliser dans mes graphes. Donc ça c'est vraiment cette partie téléchargement, un moyen beaucoup plus simple de récupérer ces personnages, de les gérer. C'est la même chose pour les décors, ça se passe exactement de la même manière dans l'édition de la scène, au moment du choix du décor. Donc ça évite tout ce qui est personnages manquants, pack à importer dans VTS Editor et tout ça. Lorsqu'un personnage est manquant, d'ailleurs, à l'ouverture d'un projet, tout à l'heure j'ai fermé un peu vite la pop-up d'avertissement, il y a un message qui vous indique que des personnages sont manquants et vous pouvez choisir de lancer les téléchargements de tous ces personnages si vous les possédez déjà. Donc c'est vraiment quelque chose qui manquait avant et qui évite de faire ce genre d'erreur. Alors, deux, trois petites précisions, notamment par rapport aux personnages. Donc, vous allez voir donc en phase avec notre volonté de démocratiser l'immersive learning, etc. On a aussi revu tout ce qui était donc pricing, notamment des personnages. Maintenant qu'on a atteint une masse de clients assez conséquente, on se dit que voilà, encore une fois, le but, c'est que vous réalisiez des projets qui sont le plus beaux possible. Plus vous faites des beaux projets, plus vous nous faites entre guillemets de la bonne publicité et plus les gens ont envie aussi d'utiliser Virtual Training Suite. Donc voilà, on a réduit par 2 en fait le prix des personnages qui sont disponibles dans la boutique et exceptionnellement pendant l'été, on a mis donc une promotion supplémentaire. Donc aujourd'hui, vous allez la retrouver au prix de 390 crédits dans l'application. Donc voilà, n'hésitez pas pendant tout l'été à en profiter, notamment si vous avez des projets spécifiques. On va avoir tout ce qui est tenue métier, etc. qui est assez sympathique. Vous allez retrouver aussi une équivalent de cette boutique sur sa version web. Donc, elle vient d'être lancée. Voilà, c'était un gros chantier qu'on a fait pendant le confinement. Donc, elle est loin d'être finie. Hein. Voilà, elle a été publiée parce qu'elle était en accord avec la 5.0. On compte l'améliorer de jour en jour. On compte aussi rajouter des types d'assets. Voilà, on vous réserve quelques surprises, notamment par exemple tout ce qui va être badge, etc. vont pouvoir aussi se retrouver sur cette boutique. Donc voilà pour les petites précisions. Par contre, j'avais effectivement aussi des questions. Alors, du coup, ça scrolle un peu vite pour moi. Alors Yannick, comment ça se passe pour mutualiser les personnages au sein d'une équipe? Parce que nous avons des utilisateurs qui sont par exemple 4 ou 5 au niveau d'une même entreprise. Est-ce que quand on a une gestion du personnage qui est acheté sur une entreprise, il est disponible sur les 4 téléchargements ou pas? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, un personnage acheté est bien disponible pour toutes les personnes d'une même équipe. Voilà, d'une même équipe. Si vous êtes 3 concepteurs dans votre entreprise, à avoir chacun une licence de VTS Editor, un personnage acheté est acheté pour tout le monde. Voilà, donc après, si ce n'est pas forcément le cas, je suppose que se rapprocher de son VTS expert, peut-être parce qu'on n'a pas été créé dans la même équipe, des choses comme ça, ce serait envisageable. Mais normalement, voilà, en gros, si ce n'est pas encore le cas pour vous, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre VTS expert qui se fera un plaisir de vérifier ça dans le
back-office, il n'y a aucun souci. Il est noté sur un personnage pas compatible avec les émotions. Donc ça, on parle bien entendu des nouvelles émotions faciales, etc. Est-ce possible de trier à partir de cette spécificité? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de tri automatique. Maintenant, ils sont affichés vers la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous en trouvez un, vous savez que tous les suivants, a priori, tous les suivants, il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que c'est le cas. Ouais. Il me semble que tous ceux qui ne sont pas compatibles sont affichés vers la fin. D'accord. Donc, faudrait vérifier ça. Oui, on ira. Alors, parce qu'effectivement, j'avais une deuxième question sur ça, sur la différence ancienne génération, nouvelle génération. Donc principalement, ils vont être vers la fin. Alors, la raison pour laquelle on pourrait, moi j'ai déjà envisagé de toute façon de les retirer de la boutique en ligne, de ne plus pouvoir permettre l'achat en fait des anciennes générations pour la simple et bonne raison qu'ils sont moins qualitatifs et qui sont quasiment au même prix aujourd'hui. Donc ça a plus vraiment de raison d'être. Mais bon, on a forcément des clients voilà, qui nous suivent depuis plusieurs années, qui ont des projets construits avec ces personnages, qui n'ont pas forcément la volonté de les changer, donc ils resteront dans cette application de l'intendu, mais on les met à la fin parce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'intérêt à aller les choisir. Personnage sur mesure. Alors, c'est effectivement déjà une possibilité. Alors, vous n'avez pas forcément. S'il y a effectivement création sur mesure, donc je ne sais pas si ça va nous coûter l'appli. Alors, en fait, voilà, si vous cliquez en fait sur création sur mesure, ça va vous amener à la page de la boutique en ligne, qui est un simple formulaire dans laquelle vous allez nous décrire votre demande. Donc là, pareil, on va spécifier un peu. Donc, c'est pas uniquement personnage sur mesure. Hein, ce sera bien entendu si vous souhaitez les décors, des badges, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Donc c'est sur remplissage d'un petit formulaire et on a un petit entretien à faire avec vous pour un peu affiner votre bonheur, etc. Puis voilà, il y a beaucoup de possibilités faisables. Là, on a des personnages ultra réalistes. On a déjà des utilisateurs qui nous demandaient de faire des mascottes, des choses comme ça, mais un peu plus, voilà, un robot. Voilà. Donc parfois, il faut aussi ouvrir ses chakras et une petite discussion avec son DTS expert peut permettre d'avoir des créations sur mesure un peu plus différentes de ce qu'on attendait. Donc c'est déjà une possibilité. Voilà, n'hésitez pas à remplir le formulaire, ça ne vous coûte rien, ça vous donnera à peu près une estimation aussi de vos envies, sans aucun souci. Y aura-t-il des propositions de personnages en situation de handicap? Alors, il me faudrait une petite précision là-dessus. Alors, de mémoire, petite anecdote, je pense qu'on en a déjà discuté avec gestionnaire du catalogue. Le souci de mémoire venait des personnages qui n'étaient pas en mesure de bouger ou des personnages qui étaient assis en situation, en fauteuil roulant. Je ne sais plus exactement chose. Il faudrait que je revoie. En soi, c'était effectivement prévu. On avait rencontré voilà, des petites difficultés techniques qui faisaient que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Je peux me renseigner effectivement sur l'avancée de tout ça, mais en tout cas, c'était une volonté qu'on souhaitait faire. Alors, forcément, après, les événements ont un peu modifié la roadmap. Hein. Forcément, en temps de pandémie, on a eu des demandes de personnages masqués, de choses comme ça. Voilà. Donc, on a aussi dû faire face un peu aux besoins présents des gens. Mais voilà, ce sera prévu. Voilà, j'ai aussi la question sur Colette en pyjama, donc ça peut être une demande sur mesure de changement de texture. Pour le coup, ça, je pense que c'est un budget très 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 réduit. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des besoins complètement, bon, c'est pas loufoque, mais j'ai envie de dire un peu qui sortent de l'ordinaire, remplissez ce formulaire. Encore une fois, ça ne vous coûte rien et puis ça peut déboucher sur des belles découvertes. C'est ça, effectivement. Généralement, ce qui me pose question en fait sur les personnages en situation de handicap, par exemple, ça va être en fait les animations, comme tu disais, les personnages qui doivent très peu bouger ou qui devraient avoir des animations bien spécifiques, qui aujourd'hui n'existent pas forcément dans BTS Editor. Et donc, ça explique que pour l'instant, on n'en a pas des masses. On a principalement des personnages qui peuvent profiter des mêmes animations que celles qui existent déjà aujourd'hui. Alors, j'ai une question sur laquelle je reviendrai un peu plus tard qui concerne les LMS et BTS Perform. Donc, je retiens votre question, mais juste, je vais terminer sur les personnages. Je ne vois pas d'onglet qui permet d'afficher les personnages gratuits ou déjà achetés. Alors, les personnages déjà achetés sont ceux qui sont tous en haut, en fait, personnages disponibles. Ce sont soit qui sont déjà en local, présents sur la machine, donc utilisables directement. Et les déjà achetés, ce sont ceux-là, en fait, ceux qui sont grisés. D'accord. Alors, en fait, je pense que l'onglet qui n'avait pas forcément été repéré, c'est l'onglet en haut à gauche. Donc, il y a disponible. On n'a que les personnages qui sont donc déjà achetés, disponibles, et ceux qui sont inclus dans l'application. Et si on se met sur l'onglet donc disponible à l'achat, là, par contre, on va avoir tous les personnages qui sont disponibles à l'achat. C'est ça. Ça descend dans la liste, en fait. Voilà. C'est la suite de la liste. Est-ce possible? Je suppose que c'est un. Est-ce possible d'avoir un même attribut, un casque, un masque pour tous les personnages?
Alors ça va juste être une variation d'un attribut. Pareil, alors ils seront, je pense qu'il y en a déjà énormément qui sont disponibles avec des masques et des casques ou des choses comme ça. Ne pas hésiter à aller feuilleter un petit peu. Je sais qu'on a mis 4 ou 5 docteurs masqués dans la boutique en ligne. Et encore une fois, hein, elle va être, voilà, à mon avis, d'ici fin juin, fin juillet, elle va doubler, tripler, voire quadrupler de volume. On n'avait juste pas encore les doigts pour tout rentrer, mais voilà, en tout cas, ce sera prévu et il y a déjà une très grande diversité voilà, de gens en tenue de sécurité. Etc. Et si votre bonheur n'est pas présent, encore une fois, si c'est uniquement des petits changements de texture, c'est complètement différent que la création d'une mascotte sur mesure, vous imaginez bien. Hein. Donc c'est pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter à nous poser des questions. Parfois, les gens sont très agréablement surpris. Parfois, ils sont aussi assez interloqués, hein, notamment on revient sur le cas des personnes en situation de handicap. Bah, du coup, le devis était assez impressionnant parce qu'il fallait recréer les animations, des choses comme ça. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, j'ai une précision pour le personnage, c'était un amputé d'un bras aveugle. Alors là, je suppose qu'effectivement, il faudrait retirer l'animation d'un bras. Aveugle, à mon avis, ce sera quelque chose qui peut être faisable. Hein, voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être dans les pipes. On en discutera. Pareil, si vous voulez remplir des formulaires de contact adressés à la team catalogue, Julien se fera un plaisir de les réceptionner et de voir un peu comment modifier la roadmap, ne serait-ce que médicale, etc. Il n'y a pas de souci. Donc ça va être. Alors pareil, j'ai une autre question. Tout ce qui va être télécharge, déploiement, j'y reviendrai juste après. Hein. Je note, je ne divulgue pas vos noms et vos prénoms, mais je prends bien en compte vos questions et j'y reviens juste après. J'ai juste été bombardé pendant les personnages. Alors pareil, ça je vais regarder après. Y a-t-il des enfants qui vont être développés? Alors je crois qu'il y a déjà des enfants. Ou les adolescents. Oui. Alors c'est difficile, puisqu'on a travaillé en étroite collaboration avec l'Université de Paris-Descartes. Et je sais que c'est déjà une demande qu'ils nous avait fournie. On a des ados, des enfants, il y en a quelques-uns, mais il me semble que ils sont peut-être pas dans l'application. Eh ben, écoutez, je vais noter ça, je vais ouvrir un bloc-notes de ce pas, et on va essayer de voir justement si on ne pourrait pas rajouter les enfants. Voilà, c'est aussi l'occasion de webinaire de nous remonter des informations. Hein. En fait, je sais qu'ils existent déjà. Voilà, les ados sont déjà disponibles. Je vais me renseigner pour les enfants, mais ce sera quelque chose, bien entendu, qui est largement faisable. Donc là, c'est pareil, j'ai des questions très techniques. Encore une fois, je reviens juste après, c'est juste que j'arrive même pas à les comprendre moi-même pour l'instant. Est-ce qu'on peut avoir un personnage masqué et changer facilement en 2021 pour lui retirer le masque? Alors ça, en fait, c'est comment dire? Alors c'est quelque chose qui est prévu. En fait, on a des personnages qui existent. Je pense notamment à un personnage qui s'appelle Jean. Jean existe en tenue masquée et non masquée. Alors, le souci qu'on a actuellement, c'est qu'aujourd'hui, si vous souhaitez avoir les deux, voilà, donc là, par exemple, voilà, si tu arrives à les montrer, Gens non masqués. Oui, il y a Jean non masqué, et puis il est là aussi, enfin bref, il y en a plusieurs. Alors aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, si vous devez avoir les deux variations de Jean, vous allez devoir, bien entendu, prendre les deux personnages et les interchanger entre les scènes. On va essayer voilà, dans un futur plus ou moins proche, de développer un système où on vous permettra justement d'acheter uniquement l'attribut. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Pareil, on va devoir faire les connexions entre les boutiques et des choses comme ça, mais bien entendu, c'est dans les pipes. Voilà, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a divisé le prix par deux et qu'on a fait cette remise pour l'été. Voilà, c'était aussi pour pallier en fait à ce petit souci. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on pense. Hein, on veut utiliser la boutique comme étant quelque chose de vraiment un gain de temps en fait. C'est pas une dépense d'argent, c'est pas une rente pour nous. On va être honnête, hein, créer des personnages, ça nous coûte beaucoup plus cher que ce qu'on va pouvoir les vendre au début. Mais c'est vraiment aussi pour vous faire gagner du temps. Plus vous gagnez du temps, plus vous produisez des scénarios qui sont beaux. Plus vous produisez des scénarios qui sont beaux, meilleure est ma publicité communautaire. Donc encore une fois, c'est aussi à cette visée-là d'utiliser la boutique. Alors là, j'ai encore beaucoup de questions que je ne vois pas forcément. On va avoir une grosse section questions-réponses à la fin. Hein, je suis désolé. Un personnage en position couchée, donc ça c'est pareil, ça rejoint un peu le côté handicap. C'est des animations spécifiques, donc c'est pareil, c'est des personnages qu'on va devoir réfléchir un tout petit peu plus. Au niveau des sportifs, on a déjà des footballeurs. J'ai intégré Thomas en tenue de football de mémoire. Après, pareil, hein, si vous avez des envies de joueurs de basket, de choses comme ça, hein, adressez-nous des formulaires. C'est des choses qui vont orienter la roadmap. Je ne peux pas vous faire la promesse que dans 10 jours, on aura une équipe de basket au complet avec un dunker, etc. Mais ça me permet, moi, en réunion avec l'équipe catalogue, de pouvoir suggérer une roadmap différente
Si j'ai 12 personnes qui me demandent l'équipe de Slam Dunk, on est capable de vous produire l'équipe de Slam Dunk et soit de l'intégrer à une mise à jour dans quelques mois, soit de les mettre dans la boutique directement. Encore une fois, la limite, c'est uniquement l'imagination et le temps disponible, en fait. Un personnage obèse est une question de texture. Je pense que c'est une question de squelette. Ou de squelette ou d'animation aussi, puisqu'effectivement aujourd'hui ça marcherait pas au niveau des bras par exemple. D'accord. C'est une problématique qu'on a déjà rencontrée effectivement. D'accord. Bah, donc pareil, effectivement. En fait, si c'est des demandes, c'est des choses qu'on peut travailler. Ça se travaille. Ça se travaille. Voilà. Encore une fois, il faut se rappeler qu'on a sorti des blocs animation il y a encore une petite année, même pas. Donc voilà, ça nécessite encore beaucoup de travail de ce côté-là et en même temps de pouvoir changer toutes ces tenues, etc. Alors, de la même manière, pourra-t-on envisager de ôter le casque et de le remettre à loisir? Alors, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire. Il y a un petit moyen détourné de faire ça. Il suffit en fait de faire des changements de scène avec des cuts. Vous avez un exemple sur ça dans le module de sécurité BTP qui doit être présent dans MadeWith, si je ne dis pas de bêtises, où en fait la personne donc, justement vous accueille sans le casque de sécurité. Alors je vous spoil un peu le scénario. Et une fois que vous lui faites part de votre inquiétude vis-à-vis de sa tenue, ça cut directement, donc on ne voit même pas le changement de scène et le personnage a son casque. Ça permet en fait aujourd'hui de pallier au fait qu'il ne peut pas le mettre avec ses mains, mais voilà, il peut apparaître entre guillemets. Alors je pense qu'on va essayer de continuer un petit peu. Voilà, on reviendra un petit peu. Voilà, moi je note toutes les questions qui étaient un peu plus complexes pour qu'on accélère un petit peu. Alors nous on aura du temps après, mais pas forcément tout le monde. Comme ça, donc je te laisse, voilà, je laisse Yannick un peu terminer, je vais répondre un tout petit peu en privé aussi, et puis je reviens sur toutes les questions que je ne connais pas et je vais rester Yannick en fin de session. Très bien. Et je les note sur internet, comme ça je ne vous oublie pas. Donc pour continuer pour l'instant sur les nouveautés fonctionnelles, on a pu voir tout à l'heure, vous avez pu voir quelques fois, déjà on est passé sur cette page, que la police d'écriture a changé, donc petite révolution dans VTS. Avant vous aviez OpenSang uniquement, qui est très bien dans la plupart des cas, mais parfois vous avez peut-être envie d'avoir une identité un peu différente, un peu plus, qui correspond un peu plus à votre univers. Donc là ici par exemple j'ai pu choisir une police parmi un choix de 12 polices supplémentaires, en plus de l'OpenSang. Et ça me permet donc de changer la police d'écriture de tous les textes de l'expérience lorsqu'elle est jouée. C'est-à-dire qu'ici, je ne choisis pas la police d'écriture pour un texte précis. Peut-être que c'est quelque chose qui viendra plus tard, mais pour l'instant, c'est un choix qui s'applique à tout le projet et tous les blocs, toutes les interfaces sont affectées. Un bloc message, par exemple, sera écrit avec cette police-là. Voilà pour cette petite fonctionnalité rapide. Pour anticiper un peu les questions qui vont venir, pour l'instant, il n'est pas encore possible, pardon, d'importer sa propre police. Si vous avez un besoin spécifique à ce niveau-là, éventuellement, on peut en discuter. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de fonctionnalité directement dans VTS Editor qui permette de faire ça. Maintenant, le choix des polices déjà présentes, normalement, a déjà été pas mal pensé en discutant avec divers utilisateurs et en faisant des choix assez homogène pour traiter la plupart des cas de ce type de police qu'on puisse vouloir. Ensuite, quelques petites choses qu'on a vues au fil des prévisualisations que j'ai lancées depuis tout à l'heure. Vous avez pu voir, lorsque je lance une prévisualisation de mon projet avec le bouton à droite, j'avais ce nouveau bouton qui est apparu. Ici, en fait, ce bouton permet de prévisualiser le scénario tel qu'il va rendre sur une autre machine. Donc là, par exemple, je suis en mode ordinateur, donc c'est le mode par défaut qui existe depuis toujours, mais je peux aussi cliquer sur ce bouton et choisir d'autres devices, d'autres machines d'autres plateformes en fait, sur lesquelles je vais pouvoir prévisualiser le rendu. Donc là, par exemple, je peux choisir le mode tablette et ça va m'afficher donc à quoi ça va ressembler lorsque ce sera dans une tablette, et de la même manière, à quoi ça va ressembler lorsque ce sera affiché dans un smartphone. Pareil pour iPad. Avec l'iPad, la petite subtilité qu'il s'agit d'un affichage en 4 tiers, et donc ça vous permet de vérifier que vos affichages ne sont pas coupés sur le côté. Voilà, donc en smartphone, tout est affiché un peu plus gros, le bloc message est beaucoup plus gros à l'écran, etc. Donc il s'agit vraiment de pouvoir tester facilement si vos projets rendent comme vous le pensiez sur les différentes plateformes sur lesquelles vous allez déployer. Voilà, ça vous évite d'avoir à déployer réellement, à faire un test de déploiement pour voir ce que ça va rendre.
Voilà pour cette fonctionnalité. Donc la dernière plateforme sélectionnée est retenue pour la prochaine fois, lors de la prochaine prévisualisation, et bien c'est celle-ci qui sera utilisée. Donc si vous savez que vous déployez pour smartphone, vous configurez en smartphone directement, et ça sera toujours en smartphone lors de chacune de vos prévisualisations. Enfin, donc là on a vu à peu près tout ce qu'il y avait de très nouveau, enfin le plus nouveau en tout cas dans VTS Editor, dans la création du projet. On va pouvoir terminer, je pense, par tout ce qui est page de publication du projet, donc qui a subi un petit relooking aussi, subi dans le bon sens du terme. On a plusieurs modes de déploiement qui sont disponibles. On a toujours le SCORM, le web, on n'a pas de modes qui ont disparu. On a toujours les petits boutons documentation qui peuvent vous informer sur chacun de ces modes-là. On a des filtres sur le côté qui peuvent vous aider à mieux choisir vos modes de déploiement, en particulier si vous n'avez pas l'habitude ou vous n'avez pas encore déployé un module VTS. Ces filtres peuvent vous aider. Par exemple, si vous voulez une remontée des statistiques d'utilisation, eh bien, un VTS Player déconnecté ou un player web hors LMS ne permet pas de faire ça. Donc, les seuls modes de déploiement qui restent disponibles sont ces deux-là. Voilà, donc vous pouvez comme ça cocher plusieurs critères et voir lesquels correspondent à vos contraintes. Donc, maintenant, si je choisis mon mode de déploiement, par exemple, déployer sur VTS Player, j'ai un petit gif qui me explique le concept du mode de déploiement, j'ai des options liées spécifiques à ce mode-là, mais je vais avoir surtout donc les options. Par exemple, là j'ai dit je veux déployer sur VTS Player, donc j'ai des options qui me permettent de configurer ce que va rendre mon expérience, ce à quoi elle va ressembler dans l'affichage de la liste des expériences dans VTS Player. C'était des options qui existaient déjà avant, mais qui étaient présentées de manière un peu plus subtile, un peu plus cachée, et on pouvait les louper. C'était dans une seule page, avec beaucoup d'options sur la même page. Ici, on a une page dédiée à ça, donc je choisis mon image, je choisis le nom, je choisis la description dont je parlais tout à l'heure. Si je la remplis pas, ben, je vais avoir une suggestion qui va me dire qu'il y a un problème. Donc, je la remplis et je vois sur la gauche la description se remplir. Donc je la vois ici, je peux changer de mode d'affichage, donc en mode tablette, en mode smartphone, un peu comme en mode prévisualisation tout à l'heure. Donc là, je vois ce que ça va rendre sur un smartphone et je peux voir comment ça s'affiche dans la vue détail de l'expérience. C'est-à-dire que quand on clique sur une des lignes d'une expérience, on voit les détails. Et donc comme ça, je peux voir ce que ça va rendre avec la description et tout ça. Donc comme ça, on peut voir est-ce que mon image n'est pas cachée par quelque chose, comment s'affiche la description, etc. Donc voilà pour ne pas faire d'erreur et éviter d'oublier la description et l'image. Si vous oubliez, donc, par exemple, j'enlève la description, eh bien, étape suivante, j'arrive sur l'étape finale, et je vous avais dit tout à l'heure, les suggestions d'amélioration vous sont rappelées au moment de publier, ben, elles sont là justement, 4 suggestions d'amélioration. Donc si je clique sur voir les détails, ben, en l'occurrence, j'ai décidé de déployer par VTS Player, mais j'arrive au bout et j'ai pas mis de description, je viens de l'effacer dans l'étape d'avant. Donc description manquante pour VTS Player, ben, on m'explique pourquoi la description est importante, et si elle manque, ben, l'affichage de l'expérience ne va pas être très correct dans l'application. Voilà. Et ensuite, vous avez les quelques étapes qui vous restent à faire. En l'occurrence, ici, il s'agit de se connecter à VTS Perform et téléverser l'expérience dans l'organisation pour terminer la publication. La publication se passe ensuite comme avant. Je génère les fichiers et je peux les utiliser pour mon déploiement. Voilà, en gros, cette refonte ici, principalement ergonomique, du coup, qui sert vraiment à vous mettre sur les bons rails au moment où vous décidez de votre mode de déploiement, ne pas faire d'oubli, ne pas oublier d'options à configurer, ne pas faire d'erreurs, et avoir ces quelques rappels à la fin des voies d'amélioration possibles. Voilà pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités dans VTS Editor. On a parlé quelques fois de la documentation. Je ne sais pas si tu as quelques questions éventuellement à passer pour l'instant. J'ai énormément de questions. Je te laisse leur montrer la documentation. Allez, et après, je vais faire un panel de tour. toutes les questions compliquées auxquelles je n'ai pas forcément su répondre. On va faire un petit tour sur la documentation. Donc pour ça, il faut que je change d'application. Hop, voilà, je vous partage maintenant la vue sur la documentation en ligne. Donc on a cette nouvelle documentation qui a été bien retravaillée. Donc déjà, en dehors du fait que c'est un nouveau moteur d'affichage, un peu plus sympathique que l'ancien, vous avez donc une page pour tous ceux qui ont besoin de faire une transition depuis la version 4 ou les versions précédentes. Donc vous avez tout ce qui est nouveau en termes vraiment d'usage, donc des changements de vocabulaire, des blocs qui ont disparu, le fait d'avoir un seul scénario plutôt que plusieurs, ce genre de choses, la librairie des blocs découpée en plusieurs. Donc tout ça est indiqué ici pour faire bien la transition depuis les anciennes versions. Un petit rappel sur le Juicy Learning avec
avec un lien vers un PDF qui a été écrit par notre responsable de production ici chez Service Factory qui a écrit ce document pour vous aider à comprendre, à prendre en main cette méthode qui consiste vraiment en un certain nombre d'étapes bien définies, à vous aider à vous organiser dans la conception de votre projet. Donc, je pose les bases, je pose les objectifs, comment je m'organise. Dans le cas spécifique de VTSitor, mais pas seulement, comment je pense, voilà, les objectifs, le scoring, à quel moment je devrais scorer mon projet, ce genre de choses. Donc, tout est détaillé dans ce document. C'est pas très exhaustif, hein, c'est un survol finalement de cette méthode, mais ça donne un bon aperçu pour s'aider à s'organiser. Donc tout ça est récapitulé ici. C'est vers cette page d'ailleurs que redirige la homepage de VTS Editor tout à l'heure lorsqu'on a vu un lien vers le Juicy Learning. On a ensuite, comme avant, tout ce qui concerne VTS Editor, avec tous les blocs, la documentation de chaque bloc que vous pouvez retrouver. On a de la documentation sur toutes les autres parties de VTS Editor, des bonnes pratiques. Donc ça, c'est le leaderboard, pas encore. On va y venir, effectivement. Là, pour l'instant, je parcours les pages dans l'ordre un peu. Les bonnes pratiques, je m'attarde surtout sur les nouvelles pages, bonnes pratiques, donc quelques astuces, conseils, choses à prendre en compte avant de déployer un projet ou même pendant la conception du projet. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, mais c'est un bon point de départ pour éviter les écueils les plus courants. On a ensuite voilà, des nouvelles pages sur les nouvelles fonctionnalités, forcément. La publication de l'expérience qui a été, qu'on vient de voir, qui est bien détaillée. On a aussi la documentation de VTS Perform, qui existe depuis quelques mois, mais qui est maintenant regroupée avec celle de Editor et Player. Donc, je vous parle beaucoup de documentation parce que c'est quand même quelque chose d'assez important dans le sens où c'est vraiment votre point enfin, c'est vraiment votre référence finalement au quotidien, dans le sens où si vous avez une question sur une fonctionnalité ou quelque chose qui vous semble ne pas marcher comme prévu, il y a de bonnes chances pour que la documentation réponde à votre question. Et donc, voilà, j'insiste un peu dessus dans le sens où c'est quand même très pratique pour un concepteur d'avoir ces liens rapides depuis l'application qui redirigent vers la page qui vous concerne. Mais donc, effectivement, Thomas a évoqué le leaderboard dont on n'a pas parlé parce que ce n'est pas visible directement dans VTS Editor. Le leaderboard, donc, c'est en fait un nouveau concept, une nouvelle fonctionnalité de classement des participants lorsqu'ils participent à une expérience dans VTS Player. Donc, on a quelques exemples ici. Dans VTS Perform, vous pouvez, dans une session, activer le leaderboard. Donc, en fait, dans les paramètres de la session, vous pouvez dire gestion du leaderboard, choisir d'utiliser le leaderboard, ici, en mode ne pas utiliser. Mais vous pouvez choisir de l'utiliser et donc d'activer cette page-là chez vos apprenants qui voient ce classement des participants, donc qui voient le nom des autres apprenants et leur position, leur rang, leur score, leur position à eux-mêmes parmi les autres apprenants. Donc l'intérêt de ce leaderboard, c'est vraiment, de ce classement, c'est vraiment de motiver les apprenants à rejouer à vos scénarios pédagogiques de manière à améliorer leur score en fait. Donc exactement dans la même lignée que les badges pour vraiment le Juicy Learning, finalement, on y revient. Dans la même lignée que les badges, il s'agit d'augmenter l'engagement des apprenants en les invitant à rejouer, donc ici en tirant parti de leur esprit de compétitivité lorsqu'ils verront que leurs collègues du bureau d'à côté est à 98 alors qu'eux sont seulement à 93. Ça ne va pas du tout, il faut remédier à ça, donc je vais rejouer mon expérience et au passage mieux apprendre les messages pédagogiques que vous avez voulu passer dans cette expérience. Voilà pour ce leaderboard. C'est activable aujourd'hui uniquement comme les badges avec VTS Perform. Ça s'explique encore mieux ici dans le sens où pour qu'un apprenant voit les résultats des autres, il faut que ces résultats soient remontés sur une plateforme commune. Les LMS ne permettent pas généralement de partager des données d'un apprenant à l'autre. C'est quelque chose qui est possible dans VTS Perform. Tout ce qui est déploiement déconnecté, donc un player web simple ou VTS Player déconnecté de VTS Perform ne permettent donc pas d'avoir ce leaderboard puisque les statistiques d'utilisation ne remontent pas. Mais en tout cas, voilà, VTS Perform permet ça et vous pouvez l'activer pour toutes vos expériences automatiquement et ça se basera sur le score, le classement se basera sur le score de vos apprenants. Il y a néanmoins, petite précision, 2 modes de calcul du leaderboard, pour ceux que ça intéresse. Je ne vais pas m'attarder sur les calculs en détail, mais en gros, vous avez deux manières de classer vos apprenants. Soit la somme des meilleurs scores de chaque scénario, soit la somme de tous les scores. C'est-à-dire que dans le deuxième cas, cumul score total, plus un joueur joue,
plus il va cumuler des scores en gros. Donc globalement, celui qui aura le plus joué sera très favorisé. Ce ne sera pas forcément le premier, mais il sera très favorisé, très avantagé, pardon. Dans l'autre cas, c'est seulement les meilleurs scores, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint le meilleur score possible dans un scénario, il est toujours possible, on peut rejouer 1000 fois, il est toujours possible d'être derrière quelqu'un qui a eu un meilleur score que soi, même si la meilleure personne a joué 3 fois. Voilà, donc c'est une nuance qui est utile lorsque vous commencez à utiliser cette fonctionnalité. Petite dernière chose qui n'est pas très visible parce que ça juste sur le leaderboard, j'ai une question qui était directement en lien. Est-ce que c'est une page qui est personnalisable actuellement? Aujourd'hui, non, c'est pas personnalisable. Ça s'affiche tel quel, tel que c'est affiché dans cette image. 3 colonnes, le rang, le nom et le score. Très bien, voilà, c'était la question que j'avais par rapport au leaderboard. Voilà. Mais effectivement, ça fait partie des pistes d'amélioration de cette fonctionnalité qui sont bien notées à l'heure actuelle. Donc j'en profite tant qu'on est là pour une dernière fonctionnalité qui est un peu plus difficile à démontrer parce que c'est un peu plus long et c'est pas très visuel de toute manière. C'est la notion de sauvegarde de la progression. Aujourd'hui, à partir de la 5.0, lorsqu'un apprenant joue un scénario, si votre scénario est un peu long, par exemple, ou que l'apprenant doit s'interrompre pour une raison ou pour une autre, il peut quitter le scénario et le reprendre plus tard pour recommencer à l'endroit où il a quitté. Ça va sauvegarder, en fait, à chaque fois que le scénario entre dans une nouvelle scène, l'état du scénario est sauvegardé, donc avec tout ce que vous avez fait, vos flags, vos variables, les médias ou autres. Et à ce moment-là, l'apprenant, la progression est sauvegardée. Si l'apprenant quitte et qu'il revient plus tard, il a le choix de reprendre à ce moment-là, plutôt que de recommencer le scénario depuis le début. Donc évidemment, pour démontrer ça en live, ça voudrait dire jouer un scénario, quitter, revenir. C'est un peu plus laborieux. Mais en tout cas, c'est bien là. C'est activé par défaut dans vos projets. Vous pouvez le désactiver. C'est une option qui est désactivable dans les options générales du projet, que vous pouvez décocher dans le cas où vous ne voudriez pas que la progression puisse être comme ça sauvegardée. Si vous voulez, par exemple, que votre apprenant, que ça se passe forcément en une seule session. Petite précision, donc cette sauvegarde est disponible sur tous les modes de déploiement, web, SCORM, VTS Player ou autre. Dans le cas de VTS Perform, il se trouve que cette sauvegarde est aussi synchronisée avec le compte de l'apprenant. C'est-à-dire que si l'apprenant commence à jouer sur son PC au bureau et qu'il reprend plus tard sur son téléphone perso, eh bien comme les badges, il peut retrouver sa progression, son avancement dans le scénario qu'il a quitté lorsqu'il était au bureau il y a 1 heure ou 2. Voilà, donc ça c'est la petite subtilité liée à VTS Perform de synchronisation avec le compte de l'apprenant. Effectivement, j'ai eu la remarque, ça remplace tout ce système de variables. En fait, c'était déjà quelque chose qui était faisable, mais qui nécessitait donc l'utilisation de variables. C'est toujours possible, hein, d'ailleurs. On peut toujours faire des sauvegardes un peu différentes ou plus poussées, enfin oui, voilà, juste différentes avec les variables. En l'occurrence, les variables sont toujours nécessaires lorsque vous voulez sauvegarder des valeurs d'un scénario à un autre. Parce que ce système de sauvegarde-là, il s'agit vraiment de sauvegarder de la progression au sein d'un scénario, mais dès lors que le scénario est terminé, il n'y a plus lieu de sauvegarder quoi que ce soit. Le scénario est terminé, il n'y a plus d'avancement à sauvegarder, le scénario a été terminé et c'est très bien. Si vous voulez retenir dans le scénario 2 que dans le scénario 1, l'apprenant avait fait 36 points, là par contre, on peut continuer à passer avec des variables. C'est ça. Et on me demande si la progression, donc pareil, j'enchaîne les questions sur ce thème, et après il y a une dizaine de questions voilà, un peu plus techniques qu'on va essayer de couvrir aussi. La progression est conservée même si on se déconnecte de la plateforme LMS. Je serais tenté de dire oui, puisque c'est gardé dans les cookies. Est-ce que la progression est conservée même si on déconnecte de la plateforme LMS et qu'on se reconnecte? Oui, tout à fait. Je pense que la seule prérequis, c'est de ne pas supprimer les cookies, etc., non? C'est ça. Dans le cas d'une expérience, alors pour l'instant, subtilité aussi liée au LMS, effectivement. Aujourd'hui, si l'apprenant joue sur la même machine, à un module SCORM, ou web, en fait, le SCORM aussi en profite, la progression est bien sauvegardée. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est dans les cookies du navigateur, il me semble. Donc, effectivement, si les cookies ne sont pas vidés manuellement par l'utilisateur, il n'y a pas de raison que la progression soit perdue. Et on est en train de voir si la progression pourrait pas aussi être stockée dans le LMS lui-même, donc sur la plateforme LMS, pas sur la machine de l'apprenant, de manière à ce que si l'apprenant se connecte sur 2 machines différentes, eh bien sa progression soit récupérable d'une machine à l'autre.
tant qu'ils se connectent sur le même module du LMS. Mais voilà, cette dernière fonctionnalité est envisagée pour l'instant et n'est pas encore active. Ok, alors, es-tu prêt, Yannick? Alors, je suis désolé, on va déborder un petit peu, hein, Oui, bah, de mon côté, pour l'aspect présentation des nouveautés, on a fait le tour, on a pu parler de la documentation, du leaderboard, des badges, on a pu parler d'un peu tout. Mhm. Le reste, c'est plein de choses, hein. Pour la liste exhaustive, avant de passer aux questions, Ouais. il y a la release note. Vous avez un lien depuis l'application directement. Vous avez un lien depuis la documentation. La release note qui vous liste la liste exhaustive des fonctionnalités. Et donc, si vous ne l'avez pas encore découverte, il y a des chances pour que parmi les moult nouveautés d'amélioration présentées, il y en ait une qui vous intéresse et qui n'était pas forcément listée pendant ce webinaire. Puis le mieux, c'est la pratique, hein. Donc, Voilà. le mieux, ça va être d'utiliser les tests éditeurs, bien entendu. Alors, comme je disais, donc on déborde un petit peu, donc non pas que ça nous dérange nous du tout, mais je pense qu'on a peut-être des gens qui doivent aussi partir. Donc, on va essayer de couvrir un peu toutes les questions. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Si jamais il y a des choses qui sont des cas particuliers, tu me fais signe, et à ce moment-là, la personne, je pense, se reconnaîtra et pourra directement contacter Benoît ou Benjamin, leur BTS expert. Alors, bonjour, concernant la publication et le déploiement du projet avec un lien de téléchargement, la section URL est directement pré-remplie à la fin. Est-ce que cela fait changer tout mon FTP? Merci. La section URL est directement pré-remplie à la fin. Dans la page de publication, alors moi, je vais repartager l'écran. Parce que moi, au début, j'avais compris, parce que moi, personnellement, quand je mets sur FileZilla un de mes modules exportés en web, la fin de l'URL est constituée en fait du nom de votre module. Donc, par exemple, en fait, moi, quand j'exporte, je ne sais pas du tout si c'est ça la réponse. Ouais, alors, j'avoue que je ne sais plus exactement comment est généré l'URL, donc là, j'ai plus en tête le chemin précis, mais normalement, a priori, ça n'a rien changé par rapport au fonctionnement précédent. Donc, ça ne devrait pas casser des liens qui étaient déjà faits auparavant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous remonter ça dans un ticket support et on corrigera ça parce qu'effectivement, ce ne serait pas normal si c'était le cas. Très bien. Bon, j'espère que ça a répondu à la question. Alors, existe-t-il une interface, voilà, c'est là que ça peut être compliqué pour moi, existe-t-il une interface en JavaScript API pour interagir avec BTS lors d'une exécution sur mobile ou navigateur? Il n'existe pas encore cette interface, elle est bien envisagée aussi. Ça n'a pas été possible de le faire pour cette version 5.0. Mais c'est quelque chose qui est envisagé et c'est quelque chose qui est possible. Donc on envisage l'avenir, je ne peux pas vous dire comme ça dans quelle version, c'est pas nous-mêmes, d'avoir par exemple un bloc spécifique pour communiquer avec le navigateur qui contient le module web. Donc ça pourrait permettre, je sais que c'est quelque chose dont on a déjà discuté avec certains de nos clients qui souhaitaient pouvoir dialoguer avec la page contenant leur module web dans leur plateforme. Donc, c'est probablement exactement ce besoin. Très bien. Alors, on va passer à la suite. Il y a des questions que je ne comprends même plus, hein, donc. Alors, je vous ai rejoint en cours de route. La question a peut-être déjà été posée. Avez-vous prévu de rendre accessibles les animations normes WCAG, contraste et taille des sous-titres lecteurs d'écran? Il n'y a pas de travail à ma connaissance qui a été fait sur ce sujet-là. Très bien. Je faudra que je me renseigne. WCAG, je vais être honnête. A priori, non. Très bien. Voilà. A priori, si je ne le sais pas moi-même, c'est que non. La diffusion sur smartphone est possible sans passer par VTS Player. Alors, c'est là que je la connaissais moi-même, je dirais que non. Non, effectivement, la diffusion sur smartphone n'est pas possible sans VTS Player. Ça existe toujours la technologie du WebGL qui n'est toujours pas disponible sur le navigateur mobile. Donc, pour l'instant, c'est toujours possible. Tout du moins qui est assez peu compatible. On peut apporter une nuance par rapport à ça, dans le sens où si vous maîtrisez parfaitement l'environnement mobile sur lequel vous déployez, par exemple que vous avez 10 tablettes dans votre entreprise que vous connaissez, que vous maîtrisez, sur lesquelles vous pouvez tester, ça peut marcher dans certains cas. C'est pour ça que ce n'est pas encore, c'est utilisé par certaines personnes, ce n'est pas encore officiellement supporté, mais il est possible que le player VTS web fonctionne sur ces tablettes. Je préfère le préciser parce que c'est pas totalement impossible et ça peut débloquer certaines situations, mais on préfère dire de manière générale que ça ne marche pas, que ce n'est pas supporté, tout du moins, parce que dès que la machine n'est pas assez puissante ou juste pas compatible pour X raisons, ça peut ne pas marcher.
Donc, ça serait déceptif. Mais après, ça reste un sujet qu'on a bien en tête et qui est aussi en cours de discussion. On aimerait que ce soit plus facilement compatible sur ce genre de plateforme. Très bien, réponse plus complète que la mienne du coup. Est-il possible de choisir... Ah voilà, c'est sur c'est sur la police. Est-il possible de modifier une police en cours de scénario, notamment par exemple dans une zone cliquable? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste un choix pour tout le scénario, pour tout le projet en fait. Et elle ne peut pas être changée pour un élément particulier. Pas pour l'instant, en tout cas. Très bien. Bonjour, l'export pour une application autre que BTS Player est-il toujours disponible, notamment un point .exe? Point .exe, alors ça, effectivement, quelques personnes y ont accès. C'est un reliquat, alors de mémoire, c'est un très reliquat du passé qui n'est plus disponible depuis aussi longtemps que je suis chez Service Factory maintenant, donc ça doit faire 3 ans. Mais je pense que ça a été posé par un client de... En l'occurrence, si vous y... ouais, c'est possible. En l'occurrence, si vous y aviez déjà accès, vous devriez toujours y avoir accès. Et si ce n'est pas le cas, on peut en parler au support. Voilà, à mon avis, j'ai déjà dû dire à la personne de contacter directement Shams, donc n'hésitez pas. Il est de retour de confinement lui aussi, il n'y a aucun souci. Il était aussi très actif en confinement. Oui, je me doute bien, mais voilà, les gens vont peut-être se dire qu'on est encore un sous-effectif, etc. Non, on est d'attaque et on est très motivés. Pour que les médias ne bougent pas en fonction de l'outil utilisé par la promo, y a-t-il des points techniques à respecter? Pour que les médias ne bougent pas. Ah, au niveau de la prévisualisation, je pense que c'était au moment où tu prévisualisais. Je pense non, justement, la prévisualisation en smartphone, etc., permet justement d'éviter ces points à respecter, je pense. Parce que c'est vrai que si on mettait tout à gauche, je me souviens, si on mettait sur PC quelque chose tout à gauche et qu'on le voyait en portable, parfois il y avait des médias rangés, des choses comme ça. Donc je pense pas qu'il y a une aide automatique. Par contre, le plus facile, c'est de regarder directement, je pense, en prévisualisation. Je pense que la question portait sur ça, n'hésite pas à me demander si c'était plus le cas, parce qu'il y en a eu tellement. Voilà, si c'était pas ça, n'hésite pas à me préciser, je vais retourner sur l'interface des questions. Y a-t-il une amélioration de l'affichage lors du déploiement sur Moodle via le Storm? Une amélioration de l'affichage lors du déploiement. A priori, rien n'a été changé à ce niveau-là. Ok, ou alors n'hésitez pas à nous apporter une... Oui, c'est ça. Ou une précision. Voilà, c'est ça. J'avais une question, on va continuer sur LMS. Avez-vous des conseils aussi qui m'avaient été adressés au tout début de ce webinaire? Avez-vous des conseils de plateforme LMS qui se connectent très bien avec BTS Editor? Dans l'occurrence, oui, par défaut toutes, ce sera plus lesquelles ne fonctionnent pas bien. En fait, ça peut aussi dépendre de configurations spécifiques faites par votre DSI ou enfin, sur votre serveur ou votre DSI. Parfois, on a des cas particuliers qu'il faut gérer avec des clients, mais généralement, lorsque ça ne marche pas par défaut, ce qui est assez rare, on se débrouille toujours pour résoudre le problème. On a déjà été amené à intervenir en différentes, sur site parfois même, où on va aller s'interfacer avec tout ça. Voilà, si vous me dites on doit déployer chez un client à moi, sauf que le client a une plateforme LMS depuis 25 ans, il ne peut pas forcément passer tout de suite sur BTS Perform. On ne va pas vous dire tout bad. Non, c'est pas du tout le but de BTS Perform, c'est pas d'être une obligation, loin de là. Il y a des gens qui font très bien sans. Nous, on le conseille, puisque forcément, on sait que ça a une valeur ajoutée qui est importante pour vous, notamment déjà la capacité, la rapidité du déploiement, mais voilà, comme l'a montré Yannick, il y a beaucoup d'autres avantages, mais c'est en aucun cas une obligation. Et après, voilà, interfacez-nous directement avec la personne ou le gestionnaire du LMS. Ça a déjà été fait plusieurs fois, normalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Dans la page de création des exécutions transfert, ah oui, on pouvait avant donner un identifiant BTS Player, on me dit que ça a disparu. Je pense que ça a été replacé. Effectivement, en fait, l'identifiant n'est plus utile dans le cas de BTS Perform, donc il n'y est pas, mais il est toujours disponible lorsqu'on choisit un import manuel. Parce qu'en fait, ce n'est que dans ce cas-là que l'identifiant est nécessaire. C'est-à-dire que lorsque vous importez manuellement une expérience dans BTS Player, pour que BTS Player soit capable de savoir s'il s'agit d'une nouvelle expérience ou d'un remplacement d'une expérience existante, cet identifiant permet de faire le lien entre les deux. Si deux expériences sont les mêmes, alors BTS Player va considérer que c'est la même et donc remplacée par la nouvelle.
Ce n'est utile que dans ce cas-là. Dans le cas de VTS Perform, en revanche, l'identifiant est automatiquement généré par VTS Perform, mais bon, là, c'est une considération technique finalement qui est invisible aux yeux du concepteur. On peut même considérer qu'il n'y a pas de notion d'identifiant sur VTS Perform. Vous uploadez votre expérience, quel que soit son identifiant que vous avez configuré ici, et elle sera bien téléchargée. Après, encore une fois, un peu comme toutes les questions, hein, si vous constatez que ça a un comportement qui ne vous semble pas correspondre à ce que je viens de dire ou qui vous pose un problème quelconque, on peut voir ça au support et voir s'il s'agit d'un cas spécifique ou d'un bug qu'on devrait corriger prochainement. Alors, on va enchaîner avec les questions. Depuis la page leaderboard, on l'a déjà vu. Voilà. Est-ce que le leaderboard peut être aussi relié à la notion de badge vue précédemment? J'entends par là que si on donne une succession de badges de succès, cela correspondrait, sans jeter un calcul, à une performance dans le classement. Alors, il n'y a rien qui permet de le faire de manière automatique, prévue à l'avance. Maintenant, le leaderboard est créé en fonction du score. Donc, vous pouvez tout à fait vous-même décider d'attribuer du score en fonction des badges que vous faites gagner à votre opponent. Et voilà, il y a toujours. En gros, pour donner un exemple, s'il y a 4 badges, 25%, 50, 75, 100, et que voilà, vous voulez donner un score, enfin, vous voulez que la personne soit classée à 25, 50, 75 ou 100 en fonction du nombre de badges qu'elle a gagné, eh bien, vous pouvez tout à fait, au moment de la fin du scénario, dire combien de badges est-ce que l'apprenant possède, combien vous lui avez fait gagner au cours du scénario. S'il y en a 3, vous attribuez 75 points, et donc ça va le classer à 75 dans le leaderboard. Très bien. Ah oui, on m'a posé aussi une question sur les fichiers d'aide au déploiement. L'option aurait disparu. L'option aurait disparu, mais comment est-ce possible? Normalement, c'est celle-là, avec lien de VTS Player, avec lien de téléchargement. On y retrouve l'identifiant VTS Player, le choix des différentes plateformes sur lesquelles on veut uploader, et normalement les mêmes options, même quelques options en plus, date d'expiration, lancer l'expérience automatiquement et tout, et l'URL dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Du coup, en fait, c'est juste qu'il a bougé. Il a pas C'est ça. Normalement, voilà. Effectivement, cette page de publication a un peu changé, hein, parce que les 5 modes de déploiement ont été découpés ici en 5 chemins différents. Et donc, effectivement, aide au déploiement, fichier d'aide au déploiement, c'est ça, en fait. C'est bien de télécharger. Voilà. Alors, il reste quelques petites questions. Après, on va quand même laisser les gens manger. Nos apprenants ont du mal à télécharger les expériences parce qu'ils reçoivent des invitations dans les spams, plus code d'activation, plus téléchargement du jeu. Avez-vous prévu de rendre ce process plus rapide? Alors ça, c'est directement lié à BTS Perform, si je ne dis pas de bêtises. J'envoie des mails, ça doit être BTS Perform. Ouais, alors pour le coup, c'est vrai que j'ai envie de m'adresser aux gens, mais je ne veux pas divulguer les prénoms. C'est très bizarre. Donc j'invite la personne qui a posé cette question, qui se reconnaîtra sûrement, de contacter un VTS expert pour peut-être prévoir des démonstrations aussi des évolutions de VTS Perform. Voilà, alors on a déjà 1h20. Nous, on aimerait bien montrer du VTS Player, Perform, etc. Mais je pense que ça ferait un webinaire de 3 heures. Et je pense que vous avez peut-être d'autres choses aussi à faire dans votre journée. Mais voilà, n'hésitez pas, pour tout ce qui va être évolution de VTS Perform, rapprochez-vous soit de Pierre Succès directement, soit de votre VTS expert. Je pense que vous avez plus facilement en relation avec eux. Et ils se font un malin plaisir, encore une fois, de vous montrer un peu toutes les nouveautés, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements. Quand il parlait, Yannick, de changements invisibles, dans tout ce qui va être back-office, gestion des licences, tout ça, ça a été revu, notamment des interfaces au niveau des comptes. Enfin, voilà, en 3 mois, il y a énormément de choses qui ont bougé. Pas que des choses visibles en surface, il y a aussi des choses visibles en profondeur, enfin invisibles en profondeur. Donc voilà, pour tout ce qui va être VTS Perform et son remaniement, je vous invite vraiment à avoir une vraie démo. On va essayer d'envisager peut-être de faire un webinaire dédié à ça, avec les différentes équipes, comment on pourrait faire ça. Mais ce sera prévu. Ok, donc là j'ai des gens qui me disent qu'il n'y a pas de problème sur leur LMS. Pour le coup, ça fait plaisir pour une fois d'avoir des remontées très très positives. Pourquoi pour une fois? Non, parce que quand on parle de LMS, souvent, hein, quand on discute de LMS, c'est souvent pour des soucis.
Donc, en fait, quand tout va bien dans le LMS, personne n'en prend jamais. Bah oui, J'ai remarqué que c'était ça. En tout cas, grand bravo pour cette version, vraiment beaucoup d'amélioration. Bah, écoutez, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je pense que Yannick sera ravi d'entendre ça aussi. Je le suis. D'amélioration de l'interface et l'expérience utilisateur. Et pour les concepteurs, bah, encore une fois aussi, félicitations à ceux qui ont participé à nos interviews clients. Vous voyez que c'est pas pour rien. Hein. Il y en a qui pourraient croire que c'est voilà, que c'est pour uniquement récupérer du feedback, des choses comme ça. Non, non, on s'en sert littéralement pour améliorer le soft. Donc voilà, si vous êtes contacté par notre ami Cindy à un moment donné pour juste avoir votre avis, pour passer un coup de fil avec vous, c'est pas du tout un appel commercial. On nous a déjà remonté cette impression, bah oui, mais du coup, pourquoi on m'appelle? En fait, on vous appelle juste pour avoir de vos nouvelles, on vous appelle juste pour savoir si tout va bien, parce que voilà, on est dans des logiciels qui impactent aussi la vie d'une entreprise. Hein. On produit des projets conséquents. Voilà, quand on manie des projets à 200 000 euros, bah, nous, on aime bien savoir que tout se passe bien et pas uniquement pour faire de la vente ou des choses comme ça. Voyez-nous vraiment comme un partenaire. Hein. On est encore une boîte à taille humaine et on le restera, je pense, encore longtemps. Et je pense que c'est aussi notre force. On a été capable de faire des très belles choses pendant ces mois de confinement. Ça avait déjà commencé avant. Hein. Je ne vais pas dire qu'on a fouetté nos devs pendant 3 mois pour qu'ils nous fassent ça. Hein. C'était vraiment un travail de longue haleine. Voilà, les interviews ont commencé vous voyez déjà, il y a plus de 9 mois, des gens qui rentraient dans notre salle de réunion pour boire un café et discuter. Donc voilà, encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé à ça. Merci aussi aux gens de Service Factory qui sont présents sur le stream pour tous les efforts qui ont été faits sur cette version. Il y a encore beaucoup de nouveautés qui vont arriver, notamment voilà, plutôt côté marketing. J'ai eu des questions, par exemple, sur j'ai des difficultés à rendre mes modules plus juicy. Bah, préparez-vous, on a des petites choses prévues pour ça. Donc, ce sera des choses qui seront mises sur la boutique. Pas de souci au niveau du pricing, ce sera des choses qui vont, encore une fois, être pas chères du tout. C'est vraiment pour faire gagner du temps, c'est pas forcément pour faire gagner de l'argent. Voilà, donc on va prévoir des petites choses, notamment au niveau des badges, au niveau des sons d'ambiance. Nous, on a des gros fans de jeux vidéo en interne qui créent aussi des sons pour les jeux vidéo et je pense que c'est des choses qui intéresseraient beaucoup de gens. J'ai eu même la question, hein, j'ai répondu en privé, mais donc voilà, c'est pareil. C'est des choses auxquelles on pense. Je pense qu'on va dédier l'année aussi, enfin au moins l'été, à l'amélioration de la méthodologie du Juicy Game Design. Et ça passera par plein de choses. Vous allez voir, je ne vais pas encore tout spoil, tout ce qu'on a dans les pipes. Mais voilà, je pense qu'on a déjà pas mal dépassé. Donc merci à tous ceux qui sont encore présents et désolé à ceux qui n'ont pas pu venir. On a atteint la limite des 101 personnes au bout de 10 minutes de stream. Donc, je pense qu'on va faire aussi une vidéo sur YouTube, etc. Et puis, si jamais vous voulez poursuivre la discussion, si c'est commercialement parlant, ce sera au niveau des BTS experts qui sont surboostés là. Et sinon, ça peut aussi se passer au niveau du forum, si c'est toutes des questions méthodologie, même si vous voulez qu'on boive un café incessamment sous peu, ça peut aussi se passer sur le forum. Il n'y a pas de souci, on revient peu à Suren. Donc voilà, et encore merci à tous pour vos encouragements. On se retrouve pour un prochain live, à mon avis, incessamment sous peu. Et puis, restez au courant sur le dernier mail. On va vous envoyer des belles petites infos. Ah, ça fait vraiment plaisir, là, tous les merci qui arrivent. Merci à tous. Ouais, vraiment. Je vais peut-être garder la fenêtre de chat encore un peu ouverte pour qu'on profite un petit peu de tous ces encouragements. Et on se retrouve encore une fois dans très très peu de temps. En plus, je vois vraiment que des noms connus, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment envie d'utiliser le nom des prénoms dans le webinaire. C'est peut-être quelque chose qu'on va commencer à pouvoir envisager maintenant qu'on se connaît tous bien. Et écoutez, bon appétit à vous tous. Pour les questions répondues, vous les enverrez par mail. Oui, pas de souci. Envoyez au pire à marketing@seriousfactory.com ou contact@seriousfactory.com une session en bullet points. Et moi, je dispatche ça dans l'après-midi après manger. Il n'y a aucun souci. Bonne journée. Merci, au revoir.